Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans ce magazine BG7, un magazine d'analyse de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Manix Yenda, Maître Manix Yenda, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, pour l'invitation. Avec vous, on aborde premièrement la question, le dossier Matata Ponyo entre la Cour constitutionnelle et les parlements institutionnels à haut risque. Et puis, déclaration des principes de Washington. Donald Trump, un sauveur tardif. Et puis, on va aborder quelques questions d'actualité. Monsieur Manix, comment va la santé? Ouais, je me porte très bien, par la grâce du Très-Haut. Vous savez, lorsqu'on se réveille et qu'on se rend compte que le cœur bat au rythme normal, les yeux voient, les jambes fonctionnent, quoi de plus normal de rendre gloire et louange à celui qui donne le souffle de vie gratuitement. Mais c'est vrai que c'est une grâce qui nous a été accordée par Dieu. Amen. Mais en même temps, nous compatissons aussi à certains Congolais qui passent de moments de piètres conditions, de moments de précarité sociale, des moments d'insécurité dans la partie Est, et nous disons pensées pieuses à cela, et nous demandons à nos dirigeants congolais de multiplier des efforts pour restaurer la paix, l'autorité de l'État et de garantir l'intégrité territoriale pour retrouver la souveraineté de notre nation. Alors, avant d'aborder nos questions, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous au-delà de ces deux grandes questions? Ben, je voudrais juste placer un petit accent de contre-mensonge, parce que c'est une vérité. Vous savez, la vérité a toujours été considérée comme un projecteur qui chasse l'ombre du mensonge qui plane par moment. J'ai suivi l'honorable Mike Mokebai sur le dossier du marché central Zando, qui est une œuvre légendaire qui nous a été léguée en termes des patrimoines économiques par l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. Déjà d'entrée de jeu, je vous informe que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960, c'est pour la première fois que le Congo ait un édifice gigantesque de cette envergure qui fait l'honneur et la dignité de notre pays, un édifice construit avec le fonds propre de la ville-province de Kinshasa. Pourtant, dans la plupart des cas, les bâtiments que nous avons ici à Kinshasa et partout ailleurs, en République démocratique du Congo, sont financés sur fonds des étrangers. En l'occurrence, vous avez le Palais du Peuple, c'est sur le fonds chinois. Vous avez même les nouveaux bâtiments qui abritent aujourd'hui les ministères de l'Intérieur, c'est un financement chinois. Vous avez le musée national, un financement coréen. Vous avez même le bâtiment qui abrite la télévision nationale, la RTNC aujourd'hui, c'est sur le fond français. Vous avez le pont Luange, l'Union européenne, vous avez le pont Maréchal, le Japon, vous avez même le palais de justice de notre pays, l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous avons un grand édifice, un grand bâtiment qui va abriter de grandes activités commerciales, un bâtiment qu'on appelle les marchés centrales des Zando, construit sur fonds propre et endossé par la responsabilité financière de l'hôtel de ville de Kinshasa sous les génies d'un gouverneur qui a fait preuve d'une grande capacité managériale pour doter à la République le plus grand marché central de Zando au cœur de l'Afrique et au cœur de la République démocratique du Congo. J'ai parlé de Jean-Tini Ngobila, qui est le seul gouverneur depuis l'indépendance qui a laissé des traces indélébiles de développement au profit de la population quinoise. Déjà, ne perdez pas de vue. Non, mais vous êtes sûr de tout ce que vous dites. Non, mais nous sommes à Kinshasa. Oui, nous sommes à Kinshasa, je ne refuse pas. Mais devant les évidences, on ne discute pas. Est-ce que vous savez que depuis l'indépendance,
Et déjà même que la ville de Kinshasa, il faut le dire, c'est un héritage qui nous a été légué par le colon belge. Et en termes d'urbanisme, et en termes d'habitat, mais aussi en termes de politique, de citoyenneté, tout Quinois aujourd'hui a hérité effectivement cet héritage de colon belge. Les colons belges, lorsqu'ils ont construit Kinshasa, c'était sur base d'une démographie de 500 000 habitants. Okay. C'est avec une démographie de 500 000 habitants que nous avons le route que nous avions eu depuis l'époque coloniale. Mais 64 ans après, la question à nous poser à nous-mêmes en tant que Quinois est celle de savoir combien de routes nous avions construit pour correspondre aux besoins routiers exprimés par la population qui va aujourd'hui au-delà de 20 millions d'habitants par rapport au nombre de routes que nous avions eues depuis l'époque coloniale. Et aujourd'hui, seul le gouverneur qui a pu construire des nouvelles routes, et c'est bien Jean-Tini Ngobila. Mais vous avez la route Elengesa, qui est une route transcommunale qui a desservi plusieurs communes en même temps. Et si vous voulez même évaluer en termes de kilométrage, de nombre de routes construites par Jean-Tini Ngobila, comparablement aux autres gouverneurs qui ont passé à la tête de la ville-province de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que Jean-Tini Ngobila a construit autant de kilomètres de routes. Vous connaissez la route Sekomaf, vous connaissez l'avenue Kikwiti, vous connaissez la route Bel Air. Il y a tant de routes que Jean-Tini Ngobila a construit dans son passage en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors ici, je voudrais rester un tout petit peu sur... Très bien, sur les dossiers marchés centraux. Les marchés centraux des Andes. Vous savez, tout à l'heure, je viens de parler de financement étranger. Et si vous voulez même regarder la manière de faire de ceux qui gèrent la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, qui sont pratiquement sous la même aile du gouvernement central, qui finance autant de moyens. Est-ce que vous savez que M. Daniel Bumba bénéficie à la hauteur de plus de 40 millions chaque mois, ne serait-ce que pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, venant du gouvernement central? Mais c'est des avantages. Ça a été déjà dans... Non, mais c'est des choses que Ngobila, malheureusement, n'a pas obtenues comme faveur. Parce que Ngobila, devant les problèmes de Kinshasa, il a fait preuve d'un courage, d'une audace, d'une capacité managériale, d'un homme à situation qui réfléchit en termes de solutions devant le problème posé. Il est allé vers les partenaires. Encore que bien avant les partenaires qui arrivent aujourd'hui pour construire les marchés centraux des Andes, vous savez combien de fois Ngobila a été combattu. Combattu par certains collaborateurs, tout près du président de la République, combattu par certains membres de l'Union sacrée de la nation, simplement parce qu'on ne voudrait pas. Déjà au départ, on ne croyait pas, et je pense que vous et moi aussi, on ne croyait pas que M. Jean-Tini Ngobila, en cassant les marchés traditionnels Zando qui existaient, pour construire un nouveau marché, nous tous, on ne le croyait pas. Mais il y a eu des gens qui sont venus pour proposer au président de la République des partenaires libanais qui voudraient exploiter les marchés centraux de Zando pendant plus de 30 ans. Et tout en réservant une fine part réservée pour le compte de la ville-province de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila est venu. Il a su convaincre certains partenaires. Je prends le cas de cette entreprise prestataire qui est Sogema. Et il a même su convaincre une banque, ici on parlerait de la banque Sofibank, pour effectivement allouer de fonds, mettre un crédit afin d'exécuter cet ouvrage qu'on appelle les marchés centraux des Andes. Heureusement, grâce au génie Ngobila, il a été anticipatif. Il a proposé l'idée de créer un compte séquestre dans lequel ces fonds sera encaissés pour permettre aux activités du marché central des Andes soient déroulées normalement. Et d'ailleurs, ces comptes séquestres est perçu comme un fonds d'investissement pour permettre effectivement aux activités du marché central des Andes. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, les marchés est pratiquement
dans sa phase finale. Je vous ai parlé de l'exploitation du marché tel qu'a été proposé par des Libanais qui voudraient à tout prix récupérer les marchés centrales des Andes en termes de 30 ans d'exploitation. Et aujourd'hui, avec les partenaires qui ont accepté de faire avec le gouverneur Gentilin Ngobila sur ce projet-là, ils ont réussi à conclure un marché d'exploitation autour de 4 ans et demi d'exploitation. Et déjà, dans ces 4 ans d'exploitation, il y a une part qui est réservée à celui qui a accrédité le fonds, notamment la banque, Sophie Bank, qui a 60% de part d'exploitation pendant les 4 ans et demi, à soutirer ses revenus en termes de 60%. Il y a de l'autre côté Sogema, qui a ses 20%, et la ville de Kinshasa, qui a ses 20% de part. Mais après 4 ans et demi, Kinshasa va récupérer le 60% de la Sophie Bank pour avoir finalement 80%. Et quelques années plus tard, Kinshasa va également récupérer les 20% de la Sogema pour avoir le 100% des gestions du marché central des Andes, qui sera au bénéfice total de la population congolaise. Et donc, c'est cela, en fait, la démarche. Vous voulez dire que tout ce qui s'est dit autour de ces dossiers des marchés centrales, c'est un faux débat? Non, mais c'est un faux débat. Avec tout ce qu'il y a eu comme conflit éternel entre Gentilin Ngobila et Codempo, il y a cette époque autour de la transparence sur ces dossiers. Il y avait des dettes. Vous avez parlé d'un compte séquestré, on comprend de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui, vous voulez les laver de toute suite. Non, mais vous savez, le mal avec notre pays, c'est que nous tous, nous devenons assujettis au jugement du tribunal des réseaux sociaux. Nous tous, nous devenons victimes des clameurs publiques. Nous tous, nous devenons victimes des spéculations et des rumeurs qui circulent en longueur de journée. Vous savez que Jésus-Christ a été crucifié à cause de clameurs publiques. L'on a choisi Barabbas, un criminel de son état, en lieu et place d'un Jésus-Christ qui n'a même pas péché. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est que subit le gouverneur Gentilin Ngobila, ce ne sont que de jugements faciles venant des détracteurs incompétents qui n'étaient pas en mesure, effectivement, de réaliser ses plus grands rêves au bénéfice de la population quinoise. Vous avez parlé de pasteur Godempoy. Mais aujourd'hui, le pasteur Godempoy est dans une phase de repentance. Vous avez parlé de pasteur Godempoy qui a combattu. Mais oui, effectivement, il a combattu. Mais il a combattu Gentilin Ngobila. Pourquoi? Parce que lui-même, Godempoy, ne croyait pas que ce projet allait se retrouver, allait se terminer un jour. Vous savez, on dit chez nous, nul n'est prophète chez soi. Mais du moment où le projet est arrivé dans une phase finale, alors le pasteur Godempoy doit se repentir. Il doit dire pardon pour toutes les fausses accusations contre l'ancien gouverneur Gentilin Ngobila, qui, par contre, était dans une logique de doter à la population quinoise un édifice qui va rester dans les annales de l'histoire de cette ville, de la ville-province de Kinshasa. Ce qu'on peut retenir, c'est que le projet est là. D'ici là, le marché central Zando sera ouvert. Je pense que le président de la République va devoir couper les ribbons pour l'inauguration, et ces marchés seront à la disposition de tous les Quinois. Et donc, arrêtez de vilipender, d'attaquer, d'insulter, d'invectiver et même d'injecter les virus du mensonge sur l'opinion nationale autour de Gentilin Ngobila, qui, en réalité, était au service de la population quinoise avec de preuves à l'appui. Bon, l'opinion se demandera, Mike Mokeba était en prison, il sort en prison, il va diaboliser ces dossiers pour quelle fin, pour gagner quoi? Alors, lui pense dire des vérités. Merci beaucoup de votre éclaircissement dans ces dossiers. On prend les dossiers Matata Pogno. Donc, Matata Pogno qui entre la Cour constitutionnelle et les parlements, les députés très en colère contre lui. Comment vous analysez les dossiers, monsieur Manix? Bon, d'abord, sur le dossier des Matata, c'est vrai que c'est un spectre de dossiers qui peut être abordé
à tout le niveau. Ok. Prenons le niveau de l'Assemblée nationale qui se présente comme une forme de bouée de sauvetage pour sauver Matata du naufrage, du détournement des deniers publics de l'État. C'est là où on parlerait de la levée des immunités au profit de M. Matata sur son dossier Boukangalonzo devant le juge de la Cour constitutionnelle. Non, mais vous parlez de la procédure. Parce que vous la procédure est une démarche. On protège la fonction. Non, mais la procédure est une démarche qui est cristallisée dans les lois de la République et des surcroît dans la Constitution. Lorsqu'on parle des immunités, d'abord, il faudrait savoir que les immunités n'est pas un asile de l'impunité pour celui qui commet de forfaits ou des actes de détournement des deniers publics. Okay. Les immunités est un ensemble de prérogatives que l'on accorde à un parlementaire pour le protéger par rapport à son exercice lié à la fonction parlementaire. C'est-à-dire, avant de poursuivre un député, il y a un certain nombre de démarches à réaliser au niveau du Parlement. Okay. Vous avez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Article 102, alinéa 1er, qui détermine la qualité de celui qui doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités d'un parlementaire. Mais ici, les règlements parlent du parquet près la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation est le juge naturel des députés nationaux et sénateurs, autant pour les ministres en fonction. Pendant que le dossier Matata, aujourd'hui, se retrouve devant la Cour constitutionnelle et les parquets d'attache de la Cour constitutionnelle n'a pas qualité de saisir les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités de M. Matata. C'est au regard d'ailleurs de l'article 102, alinéa 1er, que je viens d'évoquer tout à l'heure du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, c'est qu'il faudrait dire que la Cour ou le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a pas besoin de saisir les parlements, l'Assemblée nationale, pour solliciter la levée des immunités de M. Matata, parce qu'il n'en a pas qualité. Ok, très important. Il y a une petite question que je voudrais que vous puissiez revenir. On poursuit qui exactement? Parce que on reproche Matata Ponyo pour des infractions ou détournements qu'il aurait commis lors de l'exercice de son... lorsqu'il était encore Premier ministre, mais aujourd'hui, il est député national. On poursuit qui exactement? Parce que vous parlez ici que la Cour constitutionnelle n'a pas droit de demander la levée des immunités. Tous les députés sont en colère aujourd'hui. Comment est-ce que des institutions peuvent entrer en conflit de cette manière? Et quelle est la voie de sortie? D'abord, en parlant de la colère des députés, ça se justifie par les faux politiques utilisés par l'honorable Matata Ponyo. Faux politiques. Mais il s'est servi. Il a pondu un communiqué s'adressant au premier président de la Cour constitutionnelle pour se faire couvrir d'une certaine protection parlementaire au nom de la plénière. Alors que la plénière ne s'est pas décidée sur cette question. La plénière est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Nous étions face à un point de vue du président de l'Assemblée nationale qui n'engage pas la plénière. Mais malheureusement, dans la lettre de M. Matata s'adressant au président de la Cour constitutionnelle, il implique la plénière qui lui protège et qui pose comme condition préalable, avant qu'il ne soit poursuivi, il faudrait préalablement procéder par la demande de la levée des immunités. Ce qui n'a pas été le cas, et cela peut être perçu comme une forme d'escroquerie politique. Quoi de plus normal que les députés
s'acharne là-dessus. Un deuxième élément. Ok. Le juge de la Cour constitutionnelle n'est pas le juge du moment de la poursuite du prévenu Matata. Ok. Parce que s'il est le juge du moment de poursuite de M. Matata, on va tenir compte de son statut actuel. Ok. Parce que pendant que le poursuite a été ouverte, M. Matata était déjà sénateur au départ, et quelques temps plus tard, il devient député national. Or, je vous ai dit au prologue de mon intervention, le juge naturel pour des infractions commises par un député national, c'est la Cour de cassation. Ici, le juge de la Cour constitutionnelle est le juge matériel de l'infraction commise par M. Matata pendant qu'il était Premier ministre de la République. Parce que la Constitution est très claire. Le juge de la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais non, ici... À quel moment l'Assemblée veut s'ingérer dans une affaire qui a commencé il y a longtemps avant que Matata ne devienne... Non, mais il n'y a même pas une question d'ingérence. La réponse de la Cour constitutionnelle est du genre... Les procès en cours, l'Assemblée n'a pas d'injonction. Non, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, au-delà du point de vue émis par le président de la Cour constitutionnelle qui évoque l'aspect de l'instruction juridictionnelle pendante, ce qui implique effectivement le côté verrou de tout ce qui est devant le juge de la Cour constitutionnelle pour qu'aucune institution s'interfère à ces niveaux-là. Parce que l'instruction dans une phase pré-juridictionnelle n'est pas à confondre à une instruction juridictionnelle. Ça, c'est un aspect. Mais un autre aspect, c'est que, je vous ai dit, le juge de la Cour constitutionnelle juge Matata en raison de cristallisation de faits commis pendant qu'il était Premier ministre. Vous savez que la Cour constitutionnelle, comme Cour constitutionnelle, qui a comme Bible ou document sur lequel il s'effonde pour promouvoir son évangile judiciaire, la Constitution, le juge de la Cour constitutionnelle est d'abord les gardiens de droits, des intérêts et des libertés du peuple congolais, des citoyens congolais que nous sommes. Ça veut dire que le juge de la Cour constitutionnelle, au nom du salut du peuple, parce que le salut du peuple est au-dessus de la Constitution. Le salut du peuple est au-dessus de juges. Le salut du peuple est au-dessus du président de la République. Et pareil pour le Premier ministre. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ici, l'effet est tel que l'argent du peuple congolais a été détourné. Et celui qui a détourné l'argent du peuple doit être jugé au nom du salut du peuple. Parce que si on reste dans la logique où M. Matata n'a pas de juge et que par conséquent... C'est vide juridique, là, profite à qui? Non, mais ça profite effectivement à l'auteur de l'acte reproché. Or, si les vides profitent à l'auteur des actes du détournement, cela voudrait tout simplement dire que l'État congolais veut institutionnaliser l'impunité, veut favoriser l'impunité. Ça veut dire aujourd'hui, il y aurait des gens, au regard de leur statut respectif... Il n'y a pas que Matata Pogno demain, ça sera Sama Lukonde, peut-être, bon, Sama Lukonde déjà parti, Madame Soumino. Donc, comment, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour résoudre si demain, Judith Soumino, qui est la première ministre aujourd'hui, tombe dans une situation pareille, ou encore... la République restera toujours dans... Non, mais vous avez déjà un précédent. On a une jurisprudence qui est le cas de Matata. Mais à quoi peut aboutir cette démarche? Bon, j'avais aussi une question. On va terminer, on termine par là. Pourquoi Matata Pogno veut qualifier cette démarche d'une
parce qu'il qualifie la présidence d'avoir instrumentalisé la haute cour pour les pousser à adhérer dans l'union sacrée. Est-ce que, pour que Matata Ponyo intègre l'union sacrée, la présidence de la République peut instrumentaliser un dossier judiciaire pour les pousser à les faire? Ça, c'est un discours politique et moi, je le comprends. C'est un acteur politique. Il cherche à se dédouaner et à sortir du bourbier dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Mais cette question n'est pas la question principale. Que vous adhériez à l'union sacrée ou pas, mais qu'est-ce qui vous donne le privilège d'échapper à la justice alors qu'il y a des actes auxquels on reproche lors de votre gestion en tant que Premier ministre? S'il faudrait rester dans la logique d'être membre de l'Union sacrée de la nation, Vital Kamerhe était membre de l'Union sacrée de la nation, directeur de cabinet du président de la République de son État. Lorsqu'il y a eu un dossier, la justice s'en était saisie, la justice a fait ce qu'il fallait faire, Vital Kamerhe a été détenu, à un moment donné, il a été relâché au nom de la même justice. Si M. Matata est réellement innocent, je pense que l'opportunité la plus importante qui lui est offerte, c'est celle du procès Bukanga Lonzo, au travers lequel il doit présenter ses arguments, ses éléments pour prouver son innocence. Parce que vous allez dire tout ce que vous allez dire, entre-temps, l'argent du peuple continue et demeure disparu. Nous devons récupérer l'argent du peuple. Parce que cet argent est porté disparu. Et pour ça, vous devez être jugé pour permettre à la justice et à l'opinion nationale de découvrir la vérité autour du dossier Bukanga Lonzo. Jugé par défaut 20 ans de prison requis contre Matata Ponyo. Est-ce que vous pensez que Matata Ponyo a 10 ans d'inéligibilité? Qu'est-ce qui va se passer pour Matata Ponyo? Est-ce qu'il a encore la chance de présenter sa défense comme vous étiez en train de l'exhorter? Vous savez, moi, je conseillerais à monsieur le député Matata Ponyo d'aller affronter la justice comme il en a toujours exprimé le réflexe. À plus d'une fois, il est revenu au pays pour affronter la justice. Souvenez-vous même l'initiative pour l'audit et le contrôle sur le dossier Bukanga Lonzo émane de lui-même en tant que Premier ministre à l'époque. C'est lui-même qui a sollicité auprès de l'IGF de procéder à l'enquête sur le dossier Bukanga Lonzo. Ce qui voudrait dire que M. Matata, il n'a qu'à présenter ses moyens de droit devant le juge, encore que le procès est retransmis en direct à la radio-télévision nationale, la RTNC. Cela va permettre au peuple congolais de regarder les niveaux de son innocence ou encore les niveaux de sa culpabilité. Mais seulement, nous ne devons pas promouvoir l'impunité alors qu'il y a des actes qui continuent d'infester le fonctionnement normal de la République. Les détournements saignent les trésors publics de l'État. Les détournements tuent la vie de toute une nation. Et à celui qui détourne, nous pouvons le considérer au même titre que le M23 qui tue le Congolais dans la partie est de notre pays. Merci beaucoup. RDC Rwanda, Trump annonce une nouvelle heure, barre à la une, info 27 pour la première fois depuis les débuts de l'agression rwandaise. La RDC peut compter sur un engagement américain clair et déterminé à l'issue de la signature d'une déclaration des principes entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington. Comment avez-vous accueilli et quelle est votre analyse sur cette démarche après Nairobi, Luanda, Doha? Aujourd'hui, nous sommes à Washington. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette démarche? C'est un processus de paix, de plus, au-delà de celui de Luanda et de Nairobi. Vous savez, aujourd'hui, nous avons pratiquement des cadres, des règlements de conflits qui opposent la République démocratique du Congo au Rwanda aujourd'hui. Vous avez un cadre réputé des classiques et traditionnels, des règlements de conflits, validés par
l'Union européenne, enfin l'Union africaine. Je parle ici du processus de Luanda, qui permet à la RDC de se retrouver autour d'une table avec le Rwanda comme les deux États, voulant trouver la paix par la voie d'une médiation choisie par l'Union africaine. Le deuxième cadre, c'est celui de Nairobi, qui met la RDC autour d'une table avec tout le groupe militaire qui ont eu à poser un certain nombre des problèmes, de conditions, de doléances, discuter avec ces gens en vue de trouver une issue de paix pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Et ces cadres-là, les deux processus, sont considérés comme les cadres officiels. Les cadres de Nairobi. Les cadres de Nairobi et le processus de Luanda, c'est considéré comme... Monsieur Manix, s'il vous plaît. Kabound l'a rappelé, vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Non mais, vous voulez vous fier aux propos de l'honorable Jean-Marc Kabound, qui reste dans une posture d'un opposant, qui présente ses critiques aussi radicales soient-elles à l'égard du régime. Vous voulez de Kabound soit ressorti le mot le plus gentil envers le régime de Tshisekedi? Moi, je ne pense pas. Et donc, ne prenez pas les propos de Jean-Marc Kabound comme un discours référentiel. Ici, moi, je réfléchis par rapport aux évidences politiques, par rapport aux réalités que nous avons sur le terrain. Parce que aux côtés de ces cadres officiels, il y a un autre cadre non officiel qui s'ajoute. Le cadre de Luanda, pardon, de Doha, le Qatar, et le processus de Washington. Ce sont des cadres ou processus non officiels, mais au moins qui permet à la RDC de se retrouver autour des États qui prennent l'initiative. Je vous ai dit, dans les cadres du règlement classique de conflit entre la RDC et le Rwanda, c'est l'Union africaine qui a pris l'initiative en choisissant les médiateurs et en définissant les termes des références autour de cet échange entre la RDC et le Rwanda pour aboutir à la paix. Mais dans un cadre non officiel, là, il s'agit des initiatives prises de manière unilatérale par le Qatar et de l'autre côté par Washington pour proposer à ces deux États une voie de sortie afin d'obtenir la paix. Et nous en sommes là. Nous allons voir si cela va aboutir à des résultats escomptés. Mais vous avez parlé tout à l'heure des déclarations. Mais ce n'est qu'une déclaration sur le principe auquel les deux États vont s'accorder pour effectivement s'engager à un véritable processus de paix. J'ai entendu plusieurs acteurs, bien que d'obédience de l'opposition politique, créer des raccordements frauduleux autour de ce dossier pour parler des bradages, des non-minérés et même des partages de nos ressources. À Washington dans ces dossiers. Non mais dans cet accord... C'est qui devait sauver son pouvoir à tout prix, quels que soient les prix. Non mais vous savez, moi je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent ou attendent réellement d'un pouvoir qui gère le pays avec autant de problèmes. Si les minéraux constituent les nœuds du problème, et si les minéraux de notre pays peuvent en même temps constituer la réponse aux problèmes que nous avons aujourd'hui, je pense que la République démocratique du Congo aurait toutes les raisons du monde d'utiliser les mêmes minéraux pour obtenir la paix. Je vais donner un exemple. Vous êtes responsable d'une famille. Et dans votre ménage, vous avez un certain nombre de biens précieux. Et pendant que vous avez des biens précieux, votre enfant tombe malade, gravement malade. Et ça demande beaucoup de moyens pour le faire soigner. Et vous vous dites, non, mes biens sont tellement précieux et que je ne dois pas le toucher. Je veux me battre pour chercher d'autres moyens afin de sauver la vie de mon enfant pendant que vous avez la possibilité d'échanger
vaut bien à la vie de votre enfant que vous pouvez sauver. Parce que même le Dieu qui nous a donné autant de richesses, l'or, le cuivre, diamant, manganèse, etc. C'est même Dieu nous posera la question, je vous ai donné autant de richesses. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces richesses? S'il faudrait échanger nos minéraux contre les routes, moi je suis d'accord. Nos minéraux contre une éducation de qualité, je suis d'accord. Nos minéraux contre les industries de transformation ou des fabrications, pourquoi pas, des véhicules, des téléphones, etc., etc., je serais d'accord. Si il faudrait échanger nos minéraux contre la sécurité que nous voulons à tout prix obtenir pour mettre fin à ces cycles infernaux de l'insécurité qui caractérisent la partie est de notre pays, moi, je serais d'accord. Parce qu'il faudrait que nos minéraux soient... Je pense que c'est en position de faiblesse que nous sommes allés signer cet accord par rapport à tout ce que vous évoquez au nom de la paix. Non, mais si vous dites que nous avions signé les accords en position de faiblesse, mais acceptez aussi le fait que le même État que vous qualifiez de faible possède quelque chose de plus important, nos minéraux. Et si nous avons nos minéraux, parce que tous ces États qui font ou qui veulent faire la guerre à la RDC, nous font la guerre à cause de ce minerai, alors cela ferait de la RDC un État fort parce qu'il détient ce qui divise les autres et ce qui est au cœur de toutes les guerres que nous avons aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que la revanche sur le sous-sol qu'on a toujours parlé soit perçue dans une autre dimension, celle du développement au profit de la population congolaise. S'il faudrait échanger le minerai pour le secteur agricole afin d'assurer une autosuffisance alimentaire au profit de la population congolaise, moi, je suis d'accord. Est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent que la RDC a dédonné le Rwanda autour de tout ce qui s'est disé? Aujourd'hui, le Rwanda est sur notre sol. Pourquoi pas la RDC ne devrait pas d'abord exiger les retraits immédiats de tout ce qui a comme militaire rwandais sur notre sol avant de décider cet accord? Parce que non, mais... retirer, ça va encore demander des temps et pendant les retraits, les mandats du président de la République. Non, mais il n'y a pas... Le timing d'abord autour de ces débats. Il n'y a pas un État autant touché si ce n'est pas d'abord nous-mêmes, la République démocratique du Congo. Le premier État qui sollicite le retrait des éléments rwandais sur le sol congolais, c'est d'abord la RDC. Mais après, nous nous sommes rendus compte que devant les évidences, aujourd'hui faire la guerre contre le Rwanda devient une étape qui va nous coûter beaucoup, et en termes de perte de vies humaines, et en termes de biens matériels, mais aussi en termes de dépenses allouées pour équiper notre armée afin d'être capable de faire la guerre contre le Rwanda. Et donc aujourd'hui, l'aspect diplomatique devient une réalité inévitable, inéluctable. Nous devons résoudre le problème par la voie diplomatique. Voilà pourquoi la RDC s'est engagée dans cette dynamique diplomatique pour envisager les différentes recettes de solutions afin d'arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Maintenant, sur le plan diplomatique, il est vrai, la RDC a poussé un peu son pion un peu plus loin. La RDC a réalisé beaucoup de pas très positifs parce qu'aujourd'hui, il y a eu des sanctions qui ont coulé contre certains officiels rwandais par l'Union européenne, les parlements européens, les États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre d'accord toute la communauté internationale autour de l'agression rwandaise contre le Congo. Pourtant, vous savez, à une certaine époque, les discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, autour de l'agression rwandaise contre le Congo, c'était un discours mitigé. C'était un discours hypocrite. Vous savez, les discours du président français, Emmanuel Macron, autour de cette agression qu'est subie le Congo, c'était un discours d'hypocrisie politique. Mais à ce stade où nous sommes aujourd'hui, et la France,
et les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales, tous nous sommes d'accord que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Et donc, le dynamisme de la diplomatie congolaise est tellement en marche et je souhaiterais que les diplomates congolais continuent d'insister. Parce qu'aujourd'hui, vous avez même une résolution qui est déjà pendante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution a été prise sur pied du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui crée d'ailleurs un caractère contraignant de cette décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda. Parce que dans cette résolution, on oblige au Rwanda de se retirer sur les sols congolais. On oblige au Rwanda de cesser avec les hostilités. On oblige le Rwanda de respecter la souveraineté de la RDC. Mais la question est celle de savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette résolution souffre d'une applicabilité à l'égard de cet État que l'on condamne aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore quelques tâches de passivité à charge de la communauté internationale qui demeurent visibles et qui continuent de caresser au sens du poil un État criminel qui tue et qui continue de tuer des peuples d'un État souverain, la République démocratique du Congo. Alors que, vous savez, les Nations Unies ont toujours décrié les génocides qu'on a connus à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les génocides allemands. Les Nations Unies ont dit non, plus jamais ces genres de génocides barbares dans l'histoire planétaire. Et quelques temps après, c'est aujourd'hui le Congo qui est le pays qui subit les génocides le plus barbares de l'histoire. Les génocides le plus graves de la planète. Dans le placard de notre pays, nous avons le nombre de morts que l'Allemagne, que le Rwanda n'ont jamais connu dans leur génocide. Dans le placard de la RDC, nous avons le nombre de déplacés et des réfugiés que le Rwanda et l'Allemagne n'ont jamais connu dans leur génocide. Et donc, quoi de plus normal que toute la communauté internationale se mobilise autour de la RDC pour dire non à ces massacres, à ces carnages, à ces génocides voulus et entretenus par le Rwanda contre un État qui malheureusement ne l'a pas agressé, ne l'a pas occupé ou n'a pas pillé ses ressources premières. La question aussi c'est pourquoi cette déclaration réjouit beaucoup plus les Rwandais que les Congolais? Nous avons vu hier le ministre des Affaires étrangères rwandais dans une grande conférence avec des investisseurs américains. On ne comprend plus rien de quoi il s'agit exactement, monsieur Manix. Non, mais le Rwanda est dans une perte de vitesse. Ça, vous pouvez vous en être sûr. Vous savez, depuis un temps, le Rwanda est dans une communication de victimisation, mais aussi une communication axée essentiellement sur la désintoxication de l'information et sur le mensonge. Ne regardez pas ce que vous voyez là. Parce que si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce stade, c'est parce que la RDC a essayé d'avancer avec ses stratégies diplomatiques. Parce que dans le schéma du Rwanda, c'est l'occupation totale de la partie Est pour continuer de gérer et de piller nos ressources premières de manière permanente, de créer de l'insécurité au profit de ceux qui veulent renverser le pouvoir de M. Tshisekedi pour rester des éternels pantins du Rwanda. C'est le même schéma qu'il a voulu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, Mouzé a dit ne jamais trahir le Congo. Alors, M. Manix, il y a dans cette déclaration d'engagement, on parle des réfugiés qui doivent quitter le Rwanda pour le Congo. On a connu les mêmes dossiers qui nous amènent des problèmes aujourd'hui. Qui vient là? Qui est congolais qu'on a refusé de venir dans son pays et qu'il attendait une déclaration de principe pour rentrer? Non, mais en fait, dans la déclaration de principe, on donne le principe. Maintenant, après le principe, il faudrait procéder à une étape de la faisabilité. Il ne suffit pas de dire que les réfugiés congolais qui sont au Rwanda
réintègrent le territoire congolais et ça s'arrête là. Non. Il faudrait vérifier sur l'authenticité du statut de ces réfugiés. Okay. Il y a des organismes internationaux qui travaillent dans ces secteurs, notamment HR, qui va devoir valider réellement le statut de ceux-là que l'on qualifie des réfugiés sur le territoire rwandais. Parce que nous devons faire très attention. Le Rwanda, dans sa méthode astucieuse, peut nous infiltrer aussi au travers cette histoire des réfugiés, parce qu'on parle de 100 000 réfugiés. Est-ce ces gens-là que le Rwanda présente comme des réfugiés sont réellement de Congolais? Est-ce qu'ils sont réellement Congolais? Est-ce qu'ils sont réellement réfugiés? Et si ce sont des éléments rwandais que l'on veut à nouveau infiltrer dans le territoire congolais, il faudrait que la RDC soit vigilante et qu'il procède au-delà du principe voulu par la déclaration entre les deux États, procéder par des vérifications et le contrôle sévère pour voir si réellement ces gens-là sont des véritables réfugiés congolais sur le territoire rwandais. On demande à Kinshasa de négocier avec ses enfants rebelles. Non, mais vous savez, on ne parle qu'avec l'ennemi. On ne négocie qu'avec l'ennemi. Avec un ami, on n'a pas besoin de négocier parce qu'avec un ami, la paix s'installe déjà. Merci. Si le groupe rebelle constitue un problème, un frein qui ne permet pas au Congo d'avancer, d'évoluer et de s'émouvoir sur le plan économique, je pense qu'il y a lieu de discuter avec ceux-là qui constituent un problème au développement de notre pays. Il est vrai, on rappelle au président de la République la plupart de ses discours. Je ne discuterai pas avec les pantins, je ne discuterai pas avec les rebelles. Il faut savoir que lorsqu'on est dans un contexte diplomatique et dans un contexte politique, les émotions tombent. Non seulement les émotions tombent, mais il y a aussi un angle de stratégie utilisé par les politiques pour augmenter les enchères. Je vous ai parlé de cette politique de victimisation du Rwanda. Ça coûtait pour le Rwanda au moins une protection de son histoire génocidaire, par exemple au niveau de la France. Le Rwanda s'est tellement victimisé et il a créé une sympathie internationale autour du génocide rwandais et aujourd'hui, le génocide rwandais est protégé dans la sphère internationale. Et donc, la RDC a aussi ses stratégies. Il a fallu pour le politique congolais d'augmenter les enchères pour qu'on arrive à un stade où nous pouvons dire, eh ben, écoutez, maintenant, nous pouvons discuter, mais on va discuter sur base des termes et des références déterminés par la République démocratique du Congo, d'abord comme un État souverain, parce que vous avez affaire à un État souverain, à un État indépendant, à un État reconnu par les organisations internationales en face des groupes rebelles dépourvus de la légitimité nationale et même de la souveraineté nationale. Merci et donc, beaucoup. C'est à cela de se soumettre beaucoup plus aux conditions d'intégration données par la RDC, parce que la finalité, c'est obtenir la paix. Et la paix, dans ces contextes, si réellement les rebelles sont congolais, la paix est les dénominateurs communs. Et de Corneille Nangaa, et de Félix Tshisekedi, et comment on l'appelle encore celui-là du M23 Bissimois, c'est la paix. Nous tous, nous voulons la paix. Merci. Parce que notre pays a besoin de la paix pour aller de l'avant. Et donc, ce qui est du politiquement correct, lorsque le gouvernement congolais accepte de discuter avec les rebelles, c'est pour obtenir la paix au bénéfice des Congolais. On allait aborder également l'aspect justice, parce que tous ces gens-là sont condamnés. Est-ce qu'on va les pardonner pour gagner quoi? Quelle devient notre justice? Tout ça sont des éléments. Alors, dans 2 minutes, on a fini avec vous. La question du marché central, l'affaire Matata Pognon, la déclaration des principes, de manière ramassée, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous savez, lorsqu'on aboutit à un accord de paix, il y a des conséquences. Soit on va opter pour une justice transitionnelle, pour que ceux qui ont créé des dégâts causant de pertes de vies humaines répondent à leurs actes, ou soit
nous allons accorder ce que moi j'appelle une miséricorde politique au bénéfice de ceux qui ont commis des actes. Là, c'est à nous, soit d'élever l'option d'un pardon total, un pardon qui va se répercuter et au niveau politique, autant sur le plan de la justice. Soit, oui, on se met d'accord sur 2, 3, 4, 5 aspects. On va vous intégrer dans l'armée, pour ceux qui sont congolais, bien entendu. On va vous intégrer dans certaines structures politiques, mais que sachez qu'il y aurait des gens qui vont répondre de leurs actes au regard des carnages, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des nombres de morts que vous avez causés pendant une période bien déterminée. Et c'est aussi ça, les termes des références qu'un État peut définir avec les groupes rebelles qui veulent négocier avec le gouvernement congolais. Pour Gentili Ngobila, je dirais que Gentili Ngobila est le meilleur gouverneur de l'histoire de la ville-province de Kinshasa depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et donc, aujourd'hui, il faudrait continuer de faire confiance aux Congolais qui travaillent et qui aident le président de la République à réaliser son mandat. Merci beaucoup, Monsieur Manix, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.